Bienvenue dans ce 5e épisode de mon podcast dédié à l'adoption de mon futur frog. Après avoir parlé du choix de la race et de la réflexion entre le chiot ou l'adulte, il est temps d'aborder une question cruciale. Où trouver son futur compagnon ? Entre élevage, refuge, particulier ou même salon du chiot, les options sont nombreuses, mais elles ne se valent pas toutes. Aujourd'hui, on décortique ensemble chaque possibilité pour faire un choix éclairé. Chapitre 5. Où trouver son futur chien ? Pour structurer ce sujet, je vais poser une série de questions qui me paraissent essentielles dans cette étape du parcours. Les différentes options, panorama général. Quelles sont les principales solutions pour adopter un chien ? Adopter ou acheter ? Comme je disais, moi j'aime qu'on emploie les deux termes pour ne pas porter à confusion sur le passif du chien. Donc je vais vous dire toutes les possibilités qu'il y a. Ne vous offusquez pas, c'est pas parce que je les cite que je les valide. Donc on a tout simplement les éleveurs. Les éleveurs de gros ou les éleveurs qui respectent le LOF. Les particuliers, qu'on retrouvera sur les petites annonces, Le Bon Coin, etc. Les refuges, notamment les SPA, mais pas que, qui ont une structure un peu particulière. Les associations qui sont à différencier, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Ou encore les animaleries et les salons du chiot. Même si normalement les animaleries, c'est voué à s'arrêter. Qu'est-ce qui différencie toutes ces options ? Le statut professionnel ou non. Le fait d'avoir un chien qui a un passif ou non. Le fait du sérieux ou non. Le fait de suivre un club de race, une certaine éthique. Il y a plein de différences qu'il y aura dans toutes ces options. Adopter chez un éleveur. Comment reconnaître un bon éleveur ? Que ce soit par ses conditions d'élevage, santé ou socialisation. Donc quand on parle d'éleveur, je ne parle pas forcément de l'œuf parce que c'est pas parce que l'éleveur va être au l'œuf que ce sera un bon éleveur. Donc on parle d'un éleveur de manière générale, donc une personne dont c'est le métier, une personne qui est déclaré, donc déjà de base, un éleveur s'il produit plus d'une portée, je sais plus si c'est une ou deux portées par an, enfin bref, s'il est très régulier, de toute façon il doit être déclaré. Donc déjà si vous voyez qu'il n'a pas de ciré, qu'il n'a pas de quoi être répertorié ou quoi que ce soit, dans le fait qu'il est un élevage et qu'il doit être déclaré dans quoi que ce soit, méfiez-vous parce que généralement c'est assez louche. Ensuite, on va parler juste pour la partie administrative, comme ça ce sera fait. À mes yeux, qu'est-ce que sera un bon éleveur ? Si déjà, il doit vous fournir un chiot qui aura plus de 2 mois, dans l'idéal 3 mois si c'est encore un meilleur éleveur, mais ça on parlera du fait que s'il a encore une éthique encore plus poussée. Il doit vous fournir un chiot qui sera totalement vacciné, qui sera identifié. Ce n'est en aucun cas à vous de le faire, sinon il est hors la loi et de toute façon ne doit même, si c'était un particulier, il ne doit pas vendre un chien qui n'ait pas ses papiers ou qui soit à jour de ses vaccins. Bref, donc ça c'est la base. Ensuite, un bon éleveur, là va se compliquer un peu la chose. Moi je vais dire mon point de vue, qu'est-ce que je rechercherais dans un élevage, mais normalement il est censé respecter des normes. S'il a plus de X chiens, il est obligé de les mettre en chenil. Enfin après il y a la théorie et notre éthique, et il y a l'obligation de respecter de respecter la loi et de respecter de tout ce qui est demandé. Donc des fois, en fait, tu veux faire bien, mais c'est arriver à un stade où c'est toi qui vois si tu veux pas trop de chiens et que tu veux rester à un stade plus humain, on va dire ça comme ça, ou si tu veux faire plus, et là dans ces cas, tu te plier à la loi, donc tes chiens seront parqués dans des chenils, les machins et des box et des trucs comme ça, parce qu'il faut que si je sais plus comment s'appelle l'organisme exactement qui passe au niveau vétérinaire puisse passer. Bref, de toute façon, c'est plus ou moins ce qui me concerne, mais moi, si c'est ce que je recherche est entre généralement le particulier et l'élevage. Donc quels seront les signes d'un élevage qui sera peu scrupuleux ? Donc vraiment ce que vous devez vous méfier, un éleveur qui va vous brader à des prix en disant vous l'avez moins cher si je vous le donne non pucé, non vacciné. Fuyez. Vous avez ce genre de choses, vous fuyez. Un élevage peu scrupuleux, si jamais les chiens sont dans des hangars, s'il fait du multirace, généralement moi je me dis qu'un éleveur s'il élève plus de 2-3 races déjà, tu te dis bon ça fait déjà beaucoup, surtout quand il va choisir de prendre. Et on pensait à quelques élevages que j'ai laissé tomber parce que ils avaient l'air bien au début, mais en fait ils ont tendance à prendre des races à la mode. Donc quand ça commence à élever du bulldog français exotique avec du carlin exotique, mais que tout d'un coup ça se met à prendre du pomsky et que ça élève du berger australien et que ça se met aussi à faire du chihuahua ou d'autres trucs, en fait il n'y a aucune concordance entre toutes ces races, juste le fait que elles sont à la mode et qu'elles se vendent cher. De manière générale, quand vous y connaissez pas trop, fuyez. Fuyez. J'ai quand même fréquenté des personnes qui le faisaient pour des raisons un peu différentes, mais je les connaissais et voilà. Mais de manière générale, quand on s'y connaît pas, un élevage qui élève de tout type de races qui n'ont même pas rien à voir, c'est qu'encore quelqu'un qui élèverait plusieurs races de chiens, mais qui sont de type berger et qui derrière a une ferme.
Bon, pourquoi pas. Ou quelqu'un qui va élever plusieurs races de chiens japonais. Bon, une passion pour le Japon. Mais si ça se met à faire du molossoïde, avec du berger, avec du primitif, avec des nouvelles races qui pop et qui sont vendues entre 3000 et 4000 balles, on sait que la personne va courir après l'argent, va pas falloir se mentir. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Un élevage peu scrupuleux va cacher beaucoup de choses. Vous n'aurez pas accès au chenil, vous n'aurez pas accès aux maternités, vous ne verrez pas les parents. Généralement, vous avez même pas de photos faites. En gros, ils s'en foutent de comment il y a l'évolution. Alors, on parle pas à l'époque où ça arrivait qu'il y avait des éleveurs, on n'avait pas beaucoup d'infos, mais à l'ère de maintenant où il y a beaucoup de téléphones, de systèmes numériques, etc., un vrai éleveur passionné vous fournira limite un book de votre chiot de sa naissance jusqu'à ce qu'il vous le transmette. Donc, s'il n'y a rien de tout ça, généralement, c'est un peu louche. Pareil, si l'endroit sanitaire vous paraît bizarre, si vraiment ils vous accueillent pas vraiment dans l'endroit les naissances, faut pas non plus rentrer dans la partie des naissances parce que bon, s'il y a des chiots qui sont pas encore sevrés ou quoi que ce soit, faut pas venir contaminer, mais il y a peut-être moyen, si jamais vous voulez le faire, c'est de pas visiter l'élevage au moment d'aller chercher votre chiot, mais de visiter en amont, et que si l'éleveur prend toutes les précautions sanitaires, c'est-à-dire qu'il vous fait mettre des surchaussures, s'il vous fait mettre un masque, il vous fait mettre du gel hydroalcoolique, vous avez certainement possibilité, si ça ne stresse pas la maman en question, d'aller visiter aussi la nurserie. Mais quelqu'un qui reste trop à tout cacher et à ne rien vous montrer, qui limite vous donne le chien directement au portail, voilà, donc ça c'est pour les grosses lignes. Pour ceux qui veulent du love, si vous ne fournissez pas le papier du love, pour ceux qui ne vous fourniraient pas des tests de santé, pour ceux qui ne vous fourniraient pas ce genre de choses, faut quand même se méfier. Mais ça, moi, le love, ça me concerne pas, je ne suis pas intéressée par des chiens au love. Ce qui n'empêche pas qu'un particulier peut quand même faire des tests de santé. Et pour certaines races, je vous le recommanderais vraiment que les tests de santé soient très bien faits. Pourquoi privilégier les éleveurs sérieux et déclarés tout simplement parce que ça évitera de grands risques que votre chiot tombe malade et que derrière vous n'avez personne sur qui vous retournez. Voilà, donc. Et puis que vous n'ayez pas derrière des reproductrices qu'on voit dans les justement. Moi je vois beaucoup Action Protection Animale quand ils font des saisies d'élevage et qu'on voit les mamans dans l'état qu'elles sont pas entretenues, elles ont des tumeurs partout au niveau des mamelles et tout. Donc voilà, comment dire, agrémenter et payer, donner de l'argent à un éleveur peu sérieux et peu scrupuleux, c'est ouvrir la porte au fait qu'il va continuer d'alimenter de la maltraitance sur les chiens qu'il produit parce qu'il fera ça que pour l'argent. Donc voilà, faut pas se dire oh, je vais sauver une petite bouille parce que là vous sauvez personne et vous tuez les mamans. Les particuliers, une bonne idée. Que penser des annonces des particuliers qui donnent ou vendent des chiots? Alors à donner déjà méfiez-vous parce que généralement ils mettent à donner, c'est pour pas être déclaré sur le bon coin parce que normalement tu es censé maintenant être déclaré sur le bon coin même si tu ne fais qu'une portée. Donc il y en a qui mettent à donner mais quand tu les appelles c'est plus du tout à donner, hein. C'est bien d'être dans l'ambiance, il y a des chiens qui aboient. J'ai pas un chenil derrière chez moi, c'est tout simplement les chiens des jardins qui ne sont pas sortis et que quand il y en a certains qui passent en sortant leur chien, ils aboient toute la journée dès qu'il fait beau. Enfin, je sais pas si vous les aurez entendus en fond. Donc pour en revenir à la question, que penser des annonces de particuliers qui donnent ou vendent des chiots? Moi, pour tout vous dire, c'est quelque chose que j'apprécie, mais il faut savoir sélectionner, il faut savoir être très vigilant. Il y a plein de choses qui font que vous allez pouvoir être mis en confiance ou pas, mais moi, ça a toujours été un système que j'ai privilégié. Mais je pense que c'est pas à faire avec toutes les races. Je pense que ce n'est pas à faire avec. Faut savoir un peu dans quoi on se lance et je le ferai pas avec tout type de race. Quels sont les risques liés aux portées non contrôlées et aux arnaques? Généralement justement sur les races qui ont des gros problèmes de génétique. Euh, Si jamais ça a été reproduit n'importe comment, mais juste pour l'argent, parce que ma jolie chienne, elle a l'air elle est trop belle, faudrait trop qu'elle se reproduise, puis moi, elle a peut-être envie d'être maman. Alors ça, c'est l'argument complètement débile. Une femelle, un animal va se reproduire pour se reproduire, mais il n'a pas ce désir d'enfanter. Euh, et en plus, ouais, mon voisin, il a aussi un trop beau mâle, ils iraient trop bien ensemble pour faire des petits, mais derrière, en fait, c'est une race où il y a certains où si t'as pas les tests génétiques qui sont faits, tu peux avoir une bombe à retardement au niveau des petits, parce que si t'as deux porteurs sains qui vont faire des petits qui vont être malades, j'ai pas d'exemple de race là à proprement parler, parce que je m'y connais pas à 100% là-dedans, mais vous pouvez avoir des gros problèmes, donc voilà, faut vraiment se méfier là-dessus. Et puis arnaque du fait que tu sais pas trop si il peut y avoir aussi certains qui vont pareil, pas pucer, pas vacciner, etc. En vous mettant des chiots à 100-200 balles, ou alors qui vont pas du tout stériliser leur chienne, elle s'est échappée, ils se sont reproduits, ils essaient de vous les refourguer en mettant le moins d'informations. Pourquoi ils chantent là? Mais pire quoi. Ils vont essayer de vous les refourguer à pas cher pour se débarrasser, avec la menace de si personne ne les prend, ils vont aller à la SPA ou être euthanasiés. Pareil, ça faut pas alimenter ça et craquer là-dessus, ce sont de très mauvaises personnes, limite il faut leur faire saisir leur chien.
Y a-t-il des cas où ça peut être une option viable? Alors je vais vous expliquer un peu comment moi je fonctionne parce que à l'époque déjà, oui je commençais à être une boomer et à l'époque contacter des éleveurs ça se faisait pas beaucoup et c'était un choix au niveau de choisir des éleveurs. J'ai jamais eu de bon feeling avec les élevages. Déjà tu te dis comment tu rencontres un éleveur, tu savais pas trop par quoi passer avant l'ère d'internet parce que non passer donc soit aller voir dans les expositions canines, on l'a fait plusieurs fois, le problème c'est que tous les éleveurs pour vendre leurs chiots sont là, j'ai le meilleur chien, il est super, il vous serait parfaitement adapté alors que avec leur recul maintenant tu te dis qu'en fait c'est juste que leur chien est toujours le meilleur pour le vendre, mais ils regardaient pas derrière à qui ils le vendaient. Et l'autre option, c'était les petites annonces dans les journaux. Donc, nous dans le coin, c'était pas mal Actu 76 et il y en avait un autre, je sais plus ce que c'était. Mais c'était un truc dans le délire et je sais qu'à chaque fois qu'on voulait un chiot, c'est là-dedans qu'on regardait. Et donc maintenant, ça s'est transformé en version numérique. Donc en fait, j'ai fait que continuer la perpétuité. Ou alors, sinon, c'était l'option, c'était d'aller chercher en animalerie. On l'a pas mal fait avant qu'on sache tout ce qu'on faisait, etc. Et on a fini par arrêter quand on a vu ce qu'on a pu avoir comme déboire au niveau justement de transmission de maladies par des éleveurs peu scrupuleux qui fournissent les animaleries. Puis les trafics de l'Est, etc., qui étaient pas mal décriés à l'époque. Donc moi comment je fonctionne, donc je vais sur le Bon Coin. Le Bon Coin me sert de tremplin vers des élevages, des répertoires, etc. Je fonctionne, forcément j'ai des yeux, c'est comme tout. Je vais cliquer sur les annonces qui physiquement les photos m'intéressent. Je vais déjà commencer par analyser les photos. Est-ce que les photos sont recherchées un petit peu? Alors je cherche pas quelqu'un qui va venir trop embellir le chiot sur la photo pour dire pour un peu cacher la misère derrière, tu vois. Il peut y avoir un très bon photographe qui fait de la merde derrière, mais je vais déjà commencer à analyser la photo en regardant si le chiot il est pas trop dépoilé, s'il est pas dans un décor où tu sens qu'il est dans, je sais pas moi, dans du papier journal au fond d'un box où tu vois que c'est vraiment ils ont pas fait d'effort, le truc il est dans un box au fond dans le noir et compagnie. Si t'as pas les photos des mamans facilement, si déjà ils fournissent pas trop ces informations là, s'ils ont l'air juste bon, on va se baser juste sur les photos, mais si le chiot a l'air d'avoir les yeux tout rouges, tout bouffis, qu'il a l'air d'avoir des croûtes, qu'il a l'air d'avoir des manques de poils, qu'il a l'air d'avoir les ongles qui sont extrêmement longs, sachant qu'il a déjà un certain âge et que ça n'a pas déjà été pré-entretenu et pré-habitué. Euh, Plein de choses comme ça, s'il a les yeux joyeux et compagnie, un truc que j'ai remarqué. Alors, tous les chiots ne sont pas forcément à l'aise, mais tu dis si tu récupères chaque caractère différent, mais si tu dis si tu récupères déjà un chiot qui est déjà peureux, ça va pas être facile. Donc j'analyse aussi les photos où on voit les chiots qui, on sent qu'ils ont été engueulés pour faire la photo et qu'ils arrêtaient pas de bouger. Ah oui, un chiot ça bouge, c'est tout un art de faire des photos. Je le sais, j'ai essayé de faire des photos pour une amie pour à une époque pour faire des photos de ces chiots pour justement des annonces. Et tu vois le chiot quand il commence à être complètement apeuré, plaqué sur la photo. Alors il y a un beau décor autour, il n'y a pas de problème. Mais là se pose la question, est-ce qu'il s'est fait frapper? Est-ce qu'il s'est fait engueuler pour qu'il ne bouge pas pour la photo? Ou tout simplement il est tellement pas habitué à sortir de la caisse de mise bas alors qu'il est déjà en âge de partir et qu'en en fait il est dans un décor où il est en hauteur, il a peur, il a tellement été habitué à rien que la texture du plaid pour la photo et le petit décor avec des fleurs pour la photo le terrorise. Mais moi déjà dès que je vois un chiot qui est plaqué avec les oreilles plaquées, le regard complètement apeuré sur une photo, moi je fuis d'avance. Hein. Ça c'est un truc, ça c'est la sélection. Ensuite je vais regarder si la façon un peu comme un CV, si la personne est assez motivée, c'est de quoi elle parle et toutes les infos elle met. Donc faut pas que ce soit trop du blabla où tu sens que ça a été copié sur ChatGPT pour faire l'annonce du Bon Coin en étant assez enjolivé, etc. Non, je vais regarder quand même si les chiots ont déjà des prénoms, si il y a déjà le nom de la maman, s'il y a quelques infos, le poids des parents, si vraiment ils disent je travaille cette race depuis X temps, moi qui veux justement un croisé, pourquoi ils le font, qu'ils mettent juste qui vraiment spécifie pourquoi est-ce qu'ils choisissent de faire le sélection d'un croisé, s'ils parlent dedans qu'ils ont fait des tests génétiques, s'ils sont quand même affiliés à un club de race qui n'est pas déclaré en France, mais qui est un club de race américain ou suisse généralement, moi sur ce qui m'intéresse. Donc voilà, ça va être plein de petites choses comme ça, et ensuite donc voilà, je vais commencer à suivre les profils. Je suis quand même une bonne inspectrice, inspecteur gadget, etc. Et généralement, très rapidement, j'arrive à choper des infos là-dedans et je finis par retrouver, si ce n'est pas mis clairement dans le nom du compte, des infos sur l'éleveur. Donc je vais rapidement trouver si le ciré qui est fourni est réel, si il est bien déclaré. Je vais regarder ensuite s'il est sur d'autres réseaux sociaux. Alors moi, c'est un truc que j'adore, c'est si jamais je les retrouve ailleurs sur les réseaux sociaux pour voir vraiment de manière plus poussée.
Parce que j'ai du mal à voir des chiots qui soient qu'en vitrine et que derrière il n'y a rien. Donc j'aime beaucoup moi choisir un particulier. Vous voyez, je vais vraiment pousser la chose très loin. Je vais regarder leur éthique, je vais les suivre depuis. Il y en a certains, je les suis depuis 3 ans pour voir comment ils ont évolué, le nombre de portées que je vois qui sont produits par an, si c'est toujours avec les mêmes femelles, est-ce qu'on voit les femelles, est-ce qu'on voit dans quel cadre ils sont élevés, est-ce qu'on voit un peu la mentalité de la personne, est-ce que. Enfin voilà, je vais vraiment espionner énormément les gens. Et donc j'adore moi dès qu'ils peuvent avoir des réseaux sociaux, dès qu'ils peuvent être sur YouTube. Encore une fois, ils peuvent montrer ce qu'ils veulent, mais il y en a certains qu'au bout de 2 ans, il y a toujours un moment qu'ils vont vriller, ils vont mettre une connerie s'ils essaient de cacher des choses pas très avouables. Jusque-là, j'ai pas eu. La seule déception que j'ai eue, c'est qu'une éleveuse que je suis, que je pensais aller prendre un carin exotique chez elle, je connais quelqu'un qu'on a pris, ces chiens sont géniaux. Mais le problème, c'est que je peux pas valider l'effet multirace qui maintenant, elle est tombée dans le pomsky. Donc voilà, moi généralement tous les éleveurs qui font du bossoïde et qui derrière font du pomsky, j'en ai abandonné je ne sais pas combien, donc oui je les suis pendant très longtemps et en fait ça me permet vraiment que le bon coin ce soit pas un contact direct mais un tremplin pour les suivre ailleurs et avoir les moyens. En fait c'est un peu comme une vitrine parce qu'ils sont pas forcément bien répertoriés, surtout quand c'était croisé c'est pas forcément facile de les retrouver, même en recherche sur Google ils sont pas forcément bien référencés. Donc pour moi c'est juste un tremplin pour me dire je prends les coordonnées, je les retrouve ailleurs et le but c'est de retrouver les réseaux sociaux pour les suivre beaucoup plus profondément et vraiment voir leur éthique. Chacun fait comme il veut, mais en tout cas je vous conseille vraiment de ne pas acheter juste au premier coup d'œil sur une annonce. Moi j'ai vu pas mal de chiots, si je peux, j'essaye aussi de m'abonner aux gens qui les auront achetés, pas pour espionner les pauvres gens, les clients, mais si je peux voir l'évolution des chiots, voir s'il n'y a pas eu de maladie déclarée, voir comment ils ont évolué physiquement, surtout sur du croisé, je veux voir un petit peu ce que ça donne au niveau morphologie et poids en grandissant. Donc voilà, j'ai vraiment mené une grosse enquête d'investigation. Et au bout de ça, bah, je vais finir par choisir l'éleveur qui me convient le plus, même si c'est jamais parfait, je trouve jamais enfin l'éleveur particulier, même si je trouve jamais l'éthique parfaite, parce que c'est sûr que dans l'idéal, j'ai certaines personnes que je suis ou des amis que j'adore parce qu'ils font la social à fond, ils font de la proprioception avec les chiots dès le début, ils leur apprennent plein de bruits différents, vraiment de tous les types de textures, ils les mettent à fond pour avoir les meilleures bases. Et encore plus, moi si je pouvais trouver un éleveur qui élève au barf, là ce serait encore mieux. Mais à part deux trois personnes que je suis sur les réseaux, faut pas espérer grand chose parce que ça poussera jamais, je trouverai jamais l'éleveur parfait à mes yeux. Surtout en voulant du croisé, il n'y en a pas beaucoup. J'ai déjà au moins cette chance d'avoir trouvé un élevage de croisé, un élevage particulier qui au moins est passionné, fait ça bien et pour qui j'ai pour l'instant une bonne confiance, mais j'irai visiter l'endroit où elle est, donc c'est dans une ferme en plus. Donc j'irai visiter avant pour valider 100%, voir si je pars là-dedans, être sûr qu'il n'y ait pas de trucs cachés. Et sachant que adopter dans une ferme, ce sera pas la première fois que ça arriverait, parce que la fois notre bulldog français qu'on a actuellement vient d'une ferme aussi. Donc, voilà. Donc sinon, refuge et association, une belle alternative. Pourquoi envisager l'adoption en refuge ou via une association? Bah tout simplement, si tu fais ça, c'est que tu veux adopte don't shop, en fait, tu veux vraiment ne pas... Alors, il y a deux manières de faire. Il va y avoir les gens qui, de première opportunité, veulent faire une bonne action et vont vouloir sauver un adulte ou sauver un chien de la maltraitance, lui donner une seconde chance, une seconde vie. Il y en a d'autres tout simplement parce qu'ils veulent aller en association parce que ça coûte pas cher. On va pas se mentir, il y a toujours les deux cas de figure. Quelles sont les particularités d'un chien qui vient de ce parcours, histoire, besoin d'adaptation, etc. Alors comme je disais dans une autre vidéo, je vous déconseille de penser que vous allez prendre un chien juste pour faire des économies, parce qu'un chien d'association ne sera pas forcément économique parce que vous le connaissez pas bien. Ça se trouve, il vient d'un trafic de chiens où ils ont été mal reproduits entre eux, et puis justement il y a des problèmes génétiques, donc ça se trouve votre chien qui vous a coûté la modique somme de 250 € en association va coûter 1000, 2000, 3000 € derrière parce que en fait il va développer une tare génétique qui va demander beaucoup de soins ou quoi que ce soit. Ça se trouve, vous allez devoir payer super cher pour pouvoir avoir besoin d'un éducateur canin pour vous aider parce que vous allez être en grosse galère d'un chien qui est complètement terrorisé de la vie et qui une fois qu'il reprend un peu confiance en lui va être totalement dangereux. C'est pas le cas. Je veux pas dire que tous les chiens qui sont comme ça, mais faut toujours c'est plus pour dissuader les gens qui espèrent juste faire des économies. Non, faut pas l'envisager comme ça du tout. Quels critères vérifier avant d'adopter en refuge? Juste que vous ayez les papiers du chien, etc. et voir un peu l'éthique de l'association, pareil, que vous puissiez avoir un peu de transparence. Mais en tout cas, comme je disais, moi, c'est pas un truc que je me tournerais refuge ou association personnellement.
Parce que comme j'avais expliqué l'autre jour, c'est qu'il y a très peu de chiots, il y a quasiment jamais de molossoïdes. Les carlins, soit c'est des chiens que je sais d'avance qui vont me coûter très cher parce qu'ils vont être d'office malades. Oui, ça pourrait m'arriver sur le chien que je vais avoir, mais là c'est comme ils sont déjà pas du tout sélectionnés correctement, hyper typés et qui ont parfois été abandonnés parce qu'ils sont déjà malades, j'ai pas les épaules pour me lancer là-dedans. Tous les bulldogs français que je suis, généralement, bon, sauf en ce moment, là, il y a l'été qui arrive, donc au moment où je tourne ce podcast. Donc là, il y a pas mal d'abandons, ils ont un petit peu de mal à la réadoption. Mais généralement, moi, dès que je veux adopter, ce que je trouve, c'est souvent du bulldog français. Mais il reste pas plus d'un mois. Donc, ou alors c'est parce qu'ils sont des critères très compliqués que même moi je peux pas accepter, genre ne tolère pas de rester tout seul, très destructeur, ne tolère pas les autres chiens, enfin bref, c'est un chien qui est totalement, il faut vraiment un cas particulier comme propriétaire, et je ne suis pas du tout là-dedans. Autre truc, j'ai toujours une trouille, alors, c'est certain, ils disent, mais t'as forcément quelque chose à cacher, non, je vous promets que j'ai rien à cacher, mais j'ai toujours une trouille de contacter une association, parce qu'il y en a, sauf quand tu passes par la SPA, mais il y a des associations qui c'est legit, je comprends leur principe. Mais j'ai toujours eu peur, c'est que je tombe sur une association qui fasse du zèle, qui abuse de ce qu'elle fait, et qu'en fait elle vienne chez moi, et je sais pas ce qui ne pourrait pas lui plaire, mais qu'elle vienne chez moi pour visiter, pour voir si ma maison est adaptée aux chiens pour lequel j'ai postulé, et qui pète un câble et qui me retire tous mes chiens. Je sais pas pourquoi. J'ai une phobie depuis des années là-dessus, donc pour cette raison-là, j'ai trop peur d'adopter en association, parce que j'ai une phobie des gens qui rentrent chez moi, alors s'ils viennent visiter, ça va pas le faire. Et il y a aussi des trucs, plus j'avance dans le temps, plus mon éthique vis-à-vis des associations, bah, ils me connaissent pas, ils vont pas forcément comprendre pourquoi, ils vont pas chercher de prendre le temps de comprendre, mais certaines associations pourraient me juger énormément de nourrir mon chien en barf, parce que non, mais on a dit qu'il avait la peau sensible, donc il lui faut de l'hyposensitif de chez Royal Caca, ou de chez Proplan, machin truc bidule, sauf qu'en fait il aura juste besoin de manger du barf et ça irait déjà mieux, mais ces gens-là trouvent que donner du barf c'est pas une alimentation, il faut donner du Royal Caca. Donc déjà, à partir de ce postulat, bah, si j'ai pas le droit de choisir l'alimentation que je donne à mon chien, c'est mort. Au niveau de la stérilisation, pour moi, tu ne stérilises pas un chien avant 2 ans, ça j'en parlerai justement dans un autre podcast, mais par rapport aux associations, ils ont tendance à stériliser beaucoup trop tôt, et que je pense que j'aurais du mal à trouver une association qui correspond à mes critères, sur lequel j'ai un coup de cœur de race, et qu'en plus qui accepte de me laisser jusqu'aux 2 ans du chien pour pas que je se fasse stériliser. Très compliqué. Et puis la dernière partie, c'était quoi? La survaccination. J'ai un gros problème avec les vaccins, ça j'en parlerai peut-être, je sais plus si j'aborde le sujet dans les futurs podcasts, mais j'ai un problème avec la survaccination, et comme je ne suis pas une personne qui vaccine son chien toute la vie, j'ai peur qu'une association ne soit pas d'accord avec le principe non plus. Donc, ça plus ça plus ça plus ça fait que non, j'ai beau y réfléchir, je ne prendrai pas en association, et potentiellement ni en refuge ni en SPA, parce que de toute façon il faut mentir parce que ton jardin n'était jamais assez grand, que le fait qu'il faut que tu sois une personne riche mais disponible, donc il faut que tu travailles pour avoir de l'argent mais que tu ne travailles pas pour être disponible H24 pour ton chien. Bref, j'ai réfléchi beaucoup à la question, mais non. Et le dernier point qu'il faut quand même aborder, parce que ça fait partie quand même des options qui ne devraient pas en être, mais ça en fait encore partie légalement. Animalerie ou salon du chiot, à fuir ou à considérer. Donc pourquoi les animaleries sont controversées? Origine des chiots, conditions de vie, socialisation. Alors je ne sais plus à l'heure actuelle si la loi finit par passer, parce qu'entre les oui, les non, les machins, on est toujours perdu. Si on part sur le principe que pour l'instant les animaleries sont encore viables, pourquoi c'est pas bon de prendre un chien d'animalerie? Parce que déjà, souvent, on ne sait même pas qui sont les éleveurs qui les fournissent. Souvent, c'est des trucs multiraces dont on suppose que les mères sont traitées comme de la viande. Il n'y a pas d'autres termes. Que d'avoir un chien qui passe son temps derrière une vitre excité par des enfants sans être stimulé, socialisé correctement. Je vois pas ce qui est d'intéressant d'acheter un chien qui est enfermé dans un aquarium, à part un chien qui va être mal équilibré. C'est sûr que derrière l'éleveur, il n'est tellement pas passionné qu'il n'y aura pas eu de travail de socialisation avant de l'avoir. Donc on l'a fait quelques fois à l'époque où c'était encore normal de prendre un animalerie, c'est-à-dire la dernière fois que j'ai pris un chien d'animalerie, c'était en 2000. Oui, ça devait être en 2000 si je me trompe pas. Donc il y a 25 ans maintenant, bah en fait on s'est tapé des chiens qui étaient pas du tout sociables, qui étaient très réactifs, d'autres qui étaient complètement qui avaient des maladies génétiques qui étaient transmises par la mère, alors que ça savait très bien que la mère était très certainement contaminée, que ça se voyait physiquement. Enfin bref, y a rien qui allait, donc rien qui en ressort là-dedans, donc si ça se vend encore en animalerie, ne craquez jamais. Même si, bon, il y a certains qui craquent parce que 10 fois paiement 10 fois sans frais, ou je sais pas quoi. Même les éleveurs le font maintenant, c'est même plus une excuse. Et je crois que même t'as qu'à payer par le bon coin, ça marchera aussi, c'est juste ton excuse.
Les salons du chiot, vraie opportunité ou simple vitrine commerciale. Alors le salon du chiot, c'est vraiment le... Non, c'est pas le plus bas. Mais on y est quasiment. C'est parce que pour moi, le plus bas du plus bas, c'est vraiment acheté aux mendiants sur les quais de Seine. Ça, pour moi, c'est vraiment encore pire. Mais le salon du chiot, ce n'est même pas une option. Euh, c'est même pas une option d'aller mettre les pieds parce que si vous avez déjà des animaux chez vous, vous allez me ramener des maladies pas possibles. Le nombre de chiots que j'ai vus qui ont été achetés là-bas sur du coup de cœur, sachant que les mères, pareil, elles sont maltraitées au fond de box, à reproduire, à tout va, je ne sais combien de fois par an, à partir de leur première chaleur. Enfin bref, il n'y a aucune éthique là derrière. Et les trois quarts du temps, les chiots que vous allez acheter vont être très malades et vont mourir. Vous allez ressortir avec de la tout du chenil carabiné, de la parvovirose, de la lepto, etc. Donc en fait, le chien va être... le chiot risque de mourir dès les premières semaines. Donc vos super affaires d'aller chercher un chiot, au salon du chiot, c'est la pire erreur. Je n'ai même plus d'arguments plus que ça à dire. C'est vraiment à fuir. Comment ne pas se laisser influencer par la tentation du coup de cœur impulsif? Eh ben, y allez pas. Déjà, mettre les pieds dans le salon du chiot, c'est la pire connerie. Et en animalerie, sélectionner les animaleries qui n'ont pas de vente de chiots. Ça fait un moment que je crois que je vois plus du tout d'animalerie qui en vend de toute façon. Mais même à l'époque où il y en avait encore quelques-unes qui vendaient des chiots, je les boycottais, j'y allais pas, ou j'allais en tout cas pas du tout dans le rayon chiot parce que je pétais des câbles à voir les gens s'exciter, à dire oh, moi je veux celui-là, mon chéri, s'il te plaît, vas-y, paye-le-moi, les petites morues là qui veulent juste avoir un accessoire de poche. Bref, donc le choix final, quelle option me correspond le mieux, quelle solution s'accorde le mieux à mes valeurs et mes attentes. Donc comme j'ai dit, moi ça va être l'éleveur de non-l'œuf ou le particulier. Mais là, celle que j'ai sélectionnée actuellement, elle est entre les deux en fait. Elle a un statut un peu entre les deux. Je sais pas comment réellement déclarer. C'est un élevage, mais je le verrais plus comme particulier. Parce que c'est comment on appelle ça? Une activité en plus de son activité principale, qui est, je crois que c'est l'élevage d'animaux de ferme en fait. Donc voilà, mais elle est quand même déclarée et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment équilibrer mon envie et la réalité du bien-être animal? Justement, j'ai descendu mon choix en ne prenant pas certains que je trouvais mignons mais pas bons morphologiquement. J'adore la couleur merle chez les chiens, mais je me dis que c'est pas dit que le prochain ne soit pas merle, mais de manière globale, ça va pas être ce que je vais rechercher en premier. Donc je vais vraiment choisir le côté éthique de la personne, le côté morphologique du chiot, le côté morphologique des parents, et le choix de couleur, etc. sera le dernier des critères. Et quels critères sont décisifs pour mon choix final? Que les chiots soient équilibrés, qu'ils soient produits avec amour et vraiment avec une réelle passion et des vraies raisons de pourquoi la personne s'est lancée dans la reproduction et juste pas pour mettre un mâle sur une femelle. Et puis voilà, c'est surtout ça, et puis que les chiens soient sains au niveau santé, et surtout morphologique. Trouver son compagnon, une quête réfléchie. Ce 5e épisode montre que choisir ou adopter son futur chien, ce n'est pas seulement une question de facilité ou de prix. C'est une décision qui doit être prise en conscience. Pour garantir autant... Ah, je dois avoir du pollen, je dois parler du nez. C'est une décision qui doit être prise en conscience. Pour garantir autant mon bonheur que celui du chien qui va partager ma vie. Dans le prochain épisode, on passera à une autre étape clé. Préparer la maison ou accueillir mon futur frog dans les meilleures conditions. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes en pleine recherche de votre futur compagnon, n'hésitez pas à partager vos réflexions ou votre expérience. A très vite pour la suite de mon aventure.